C'était une nuit calme dans une ferme isolée au cœur de Porto Rico. Le ciel était dégagé et la pleine lune baignait les champs d'une lumière pâle. Miguel, le fermier, sortit de sa maison après avoir entendu un bruit étrange venant de la grange. C'était un son aigu et continu, comme un cri étouffé. Il tenait une lampe de poche dans une main, tandis que son autre main tremblait en serrant le manche d'une vieille machette. Quand Miguel atteignit la grange, le spectacle était terrifiant. 3 de ses chèvres gisaient mortes au sol. Leur sang avait disparu, laissant seulement des marques étranges autour de leur cou, comme si quelque chose avait drainé toute leur vitalité. Miguel recula, la peur envahissant son esprit. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Cette même nuit, le vent semblait porter un étrange murmure et un bruit lointain ressemblant à des pas rapides disparus dans l'obscurité. Miguel retourna en courant chez lui, verrouillant toutes les portes et fenêtres. Une question persistait dans son esprit. Qu'est-ce qui pouvait bien avoir fait cela? Le lendemain matin, la nouvelle se répandit rapidement dans le village. D'autres fermiers racontèrent avoir subi des pertes similaires lors des nuits précédentes, mais personne n'avait encore fait le lien entre les événements. La rumeur selon laquelle quelque chose rôdait dans les environs devint le sujet principal des discussions parmi les villageois. Certains pensaient que des loups ou des chiens sauvages pouvaient être responsables, mais les descriptions des marques sur les animaux semblaient contredire cette hypothèse. Une témoin, Doña Carmela, affirma avoir vu quelque chose d'inhabituel 2 nuits plus tôt. Selon elle, une petite silhouette aux yeux brillants et à la peau grisâtre avait été aperçue près de son jardin. Ce n'était ni un humain, ni un animal. C'était comme un démon, déclara-t-elle, tandis que les autres villageois l'écoutaient avec scepticisme. La peur commença à gagner la petite communauté. Les fermiers organisèrent des rondes nocturnes, armés de torches et de fusils. Mais à mesure que les nuits passaient, la créature semblait toujours leur échapper, ne laissant derrière elle aucune trace claire, hormis les corps de ses victimes. La série d'événements culmina en un phénomène que personne ne pouvait ignorer. Plus de 20 attaques furent rapportées en 1 mois. Des experts furent appelés pour enquêter, mais aucune explication concrète ne fut donnée. Le comportement du prédateur supposé était différent de tout ce qui avait été observé auparavant. C'est alors qu'un nom commença à circuler parmi les villageois. Chupacabra, en référence à la manière dont la créature semblait drainer le sang de ses victimes. L'histoire dépassa rapidement les frontières de Porto Rico, atteignant d'autres pays d'Amérique latine, voire les États-Unis. Fermiers, journalistes et même scientifiques se mirent à enquêter sur ces cas. Pour certains, il s'agissait d'un prédateur exotique inconnu. Pour d'autres, d'un être surnaturel, semblable à un vampire. Ainsi, le mythe du Chupacabra commença à prendre vie, apportant non seulement la peur, mais aussi une vague de théories étranges et de récits qui ne faisaient qu'approfondir le mystère. Qu'était réellement le Chupacabra? Alors que le nom de Chupacabra se propageait comme un écho de terreur, les fermiers continuaient de trouver leurs animaux morts dans des circonstances de plus en plus étranges. Les victimes n'étaient donc plus seulement des chèvres, mais aussi des moutons, des poules et même de jeunes veaux. Chaque corps présentait le même schéma: des perforations au niveau du cou, aucune trace de sang et aucun signe de lutte. Miguel, désormais obsédé par l'idée de découvrir la vérité, commença à consigner les incidents dans un carnet. Il remarqua que les attaques semblaient suivre un cycle. Tous les 3 ou 4 jours, une nouvelle attaque était signalée,
toujours dans des fermes éloignées les unes des autres, comme si la créature se déplaçait méthodiquement. Ce schéma était troublant. Au lever du jour, Miguel remarqua quelque chose d'encore plus étrange. Aucun prédateur naturel, comme les chiens ou les renards, ne s'approchait des cadavres. C'était comme si la nature elle-même craignait ce qui rôdait la nuit. Un détail supplémentaire amplifia le mystère. Parfois, de petites empreintes rondes étaient découvertes près des corps, mais elles disparaissaient brusquement, comme si la créature s'était volatilisée. Les témoignages commencèrent à affluer depuis d'autres villages, voire des villes éloignées. Des fermiers au Mexique, en Colombie et même aux États-Unis rapportaient des cas similaires. Le même schéma se répétait. Des corps exsangues, des perforations au niveau du cou et aucun prédateur visible. Dans certaines régions, des habitants rapportèrent avoir entendu des bruits avant les attaques. Un bourdonnement aigu, presque électronique, semblant venir de nulle part. Avec son carnet rempli de notes, Miguel décida de réunir les fermiers de son village pour partager ses découvertes. Pendant la réunion, un vieil homme nommé Esteban suggéra que cela pouvait être lié à quelque chose venant du ciel. « Je me souviens d'histoires de mon enfance, où des lumières emportaient les animaux et ne rendaient que leur corps, raconta-t-il, suscitant une nouvelle peur parmi les participants. Cependant, certains cherchaient encore des explications plus rationnelles. Un groupe organisa des patrouilles nocturnes pour tenter de capturer le responsable. Des chiens furent utilisés comme système d'alerte, mais étrangement, ces derniers semblaient terrifiés, aboyant frénétiquement avant de fuir. C'était comme si quelque chose d'invisible était présent. Dans la 3e semaine après le début des attaques, un jeune homme nommé Luis affirma avoir vu la créature de ses propres yeux. Il travaillait comme livreur nocturne et traversait souvent les champs à vélo. Une nuit de pleine lune, alors qu'il pédalait sur un chemin désert, quelque chose traversa son chemin. Luis décrivit la créature comme petite, environ 1 mètre de haut, avec une peau grisâtre et des yeux rouges qui brillaient comme des braises dans l'obscurité. Il resta figé quelques secondes, observant la créature se glisser dans un buisson voisin. Selon lui, elle avait des griffes acérées et se déplaçait de manière étrange, presque comme si elle flottait. Son témoignage sema la panique dans le village, mais attira également des curieux. Des journalistes locaux et des enquêteurs arrivèrent, espérant capturer quelque chose sur leur caméra. Cette nuit-là, Miguel grimpa sur le toit de sa maison avec une lampe torche et sa machette, déterminé à ne pas devenir une autre victime. Le ciel était clair, mais un silence étrange régnait. Lorsqu'il entendit un bruit provenant des arbres voisins, il sut qu'il était plus proche de la vérité que jamais. Le lendemain matin, Miguel descendit de son toit, épuisé mais convaincu que quelque chose s'était approché de sa ferme. En inspectant l'enclos, il découvrit l'un de ses bœufs morts, portant les mêmes marques distinctives sur le cou, son corps complètement vidé de sang. Cette fois, cependant, un détail différent attira son attention. Près de la carcasse, Miguel trouva une substance visqueuse de couleur jaune-vert qui brillait légèrement sous la lumière du soleil. Curieux, Miguel recueillit une partie de cette substance dans un bocal en verre et la transporta jusqu'à la ville voisine, où un petit laboratoire accepta de l'analyser. Pendant qu'il attendait les résultats, les théories se multiplièrent parmi les villageois. Certains pensaient que cette substance était du venin. D'autres supposaient qu'il s'agissait d'une trace laissée par un être extraterrestre. Entre-temps, les attaques devinrent plus fréquentes et les marques sur les corps des victimes encore plus grotesques.
certains fermiers rapportèrent que les perforations sur les cous des animaux étaient entourées de cercles brûlés, comme si quelque chose avait corrodé leur peau. Miguel savait que le mystère était loin d'être résolu, mais il sentait qu'il approchait de la vérité. Les rumeurs sur les attaques commencèrent à attirer l'attention au-delà des villages. Un groupe de scientifiques et de chercheurs fut envoyé dans la région pour enquêter, financé par un programme local de protection environnementale. Bien qu'intrigués, les scientifiques restaient sceptiques face aux récits de traces étranges et de substances inconnues. Parmi eux se trouvait la docteure Elena Vega, une écologue qui remarqua rapidement que quelque chose d'inhabituel se produisait. Elena et son équipe installèrent des caméras à détection de mouvement et des dispositifs pour capter des sons ultrasoniques autour des fermes. Cependant, les premières nuits furent frustrantes. Les appareils cessaient inexplicablement de fonctionner, comme si une force perturbait l'électronique. « Ce n'est pas normal », murmura Elena en examinant un appareil qui semblait avoir été brûlé de l'intérieur. Tandis que les scientifiques cherchaient des explications, les villageois commencèrent à suspecter que le mystère allait au-delà de la science. Certains pensaient que les chercheurs cachaient des informations, tandis que d'autres voyaient cela comme un signe que la créature n'était pas de ce monde. Miguel, quant à lui, resta en contact avec Elena, partageant ses observations et ses notes. Ensemble, ils commencèrent à tracer un lien possible entre les attaques et les phénomènes étranges de la région. Alors que l'équipe de scientifiques se concentrait sur leurs équipements, un autre événement secoua la communauté. Juan, un jeune chasseur local, partit patrouiller les environs avec son chien, déterminé à résoudre le mystère par ses propres moyens. Armé d'un fusil et accompagné de son fidèle Max, il s'enfonça dans la forêt à la tombée de la nuit. Après des heures de marche, Juan entendit un son étrange. Un sifflement aigu, semblable à celui des cris par d'autres villageois. Il suivit le bruit, son cœur battant de plus en plus vite à chaque pas. Soudain, Max commença à aboyer frénétiquement, tirant sur sa laisse comme s'il voulait s'enfuir. Juan braqua sa lampe torche sur un buisson épais et se figea en voyant deux yeux rouges brillant dans l'obscurité. La créature était plus terrifiante qu'il ne l'avait imaginé. Elle avait une forme humanoïde, une peau grisâtre et de longues épines descendant le long de son dos. Pendant un instant, Juan resta paralysé par la peur. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le chupacabra émit un cri strident et disparut d'un bond, comme s'il s'était évaporé dans les ténèbres. Max tremblait de tout son corps, et Juan savait qu'il n'oublierait jamais cette nuit. À mesure que les récits se multipliaient, les chercheurs commencèrent à relier les attaques à d'autres événements similaires dans le monde. Pourtant, le cœur de la légende semblait toujours revenir à Porto Rico. Dans les années 1990, les premiers rapports officiels sur le chupacabra apparurent, décrivant de petites créatures aux yeux brillants et à l'étrange soif de sang. La docteure Elena découvrit des documents historiques relatant une vague d'attaques similaires en 1975, surnommée El Vampiro de Moca. Ces récits faisaient également état de lumières étranges dans le ciel, alimentant les théories sur une éventuelle connexion extraterrestre. Cette révélation renforça encore les craintes, laissant entendre que le chupacabra existait peut-être depuis des décennies, voire faisait partie d'un phénomène beaucoup plus vaste. En écoutant ces récits historiques, Miguel remarqua un schéma troublant. Les attaques semblèrent se produire à intervalles réguliers, comme si la créature suivait une sorte de routine.
Il se demanda si les lieux choisis et le temps entre les incidents n'étaient pas dictés par une raison plus profonde. Chaque nouvelle découverte rendait le mystère encore plus dense. Les hypothèses sur le Chupacabra divergeaient de plus en plus. D'un côté, des biologistes locaux suggéraient que les attaques pouvaient être causées par des animaux sauvages inconnus, peut-être des espèces mutantes en raison du changement climatique ou de la dégradation de l'environnement. D'autres pensaient que les corps exsangues étaient le résultat d'une technique de chasse inconnue, semblable à celle des chauves-souris vampires. Cependant, les théories surnaturelles gagnaient du terrain parmi les villageois. Certains affirmaient que le Chupacabra était une expérience génétique ratée, issue de projets secrets menés par le gouvernement ou des organisations privées. D'autres croyaient que la créature était un être interdimensionnel, traversant notre monde à des moments spécifiques. Helena, ancrée dans une perspective scientifique, tentait de maintenir une approche rationnelle et d'éviter des conclusions hâtives. Mais même elle commençait à douter de ce qu'elle voyait, surtout après avoir analysé la substance collectée par Miguel. Peu importe ce que c'est, ce n'est pas quelque chose que la science peut expliquer facilement, admit-elle. Désespérés de protéger leur terre, les fermiers décidèrent de s'unir pour une grande chasse nocturne. Armés de fusils, de lampes et accompagnés de chiens de chasse, ils se divisèrent en groupes et explorèrent les forêts et les champs. Malgré ses peurs, Miguel rejoignit le groupe dirigé par Juan, encore marqué par sa récente rencontre. Cette nuit-là, les équipes avancèrent prudemment à travers la forêt. Ils installèrent des pièges et utilisèrent de la viande fraîche comme appât pour attirer la créature. Pendant des heures, tout resta calme. Mais peu avant l'aube, un événement étrange se produisit. L'un des chiens se mit à hurler frénétiquement, tirant sur sa laisse vers une clairière. Lorsque le groupe atteignit l'endroit, ils trouvèrent l'un de leurs pièges complètement détruit, comme si quelque chose l'avait arraché à main nue. Soudain, un sifflement aigu résonna autour d'eux, venant de toutes les directions à la fois. Les hommes braquèrent leurs lampes vers l'obscurité, mais ils ne virent que des ombres se déplaçant entre les arbres. Quelque chose était là, les observant. Puis, aussi vite que cela avait commencé, le son cessa. Au petit matin, un fermier découvrit 2 autres animaux tués, cette fois près du centre du village. Les fermiers revinrent de la chasse frustrés et inquiets. La clairière où ils avaient trouvé le piège détruit semblait renfermer des signes inhabituels, des branches cassées à des hauteurs anormales, de petites empreintes au sol qui disparaissaient brusquement et des marques profondes sur les arbres, comme si des griffes acérées les avaient entaillées. Pourtant, il n'y avait aucune preuve concrète de la créature. Miguel passa la matinée à examiner minutieusement le lieu. Il remarqua que la forêt était étrangement silencieuse. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de feuilles, pas même le son du vent. Pour lui, ce silence était plus effrayant que n'importe quel bruit. C'est comme si la nature elle-même avait peur, pensa-t-il. En s'enfonçant plus profondément dans la forêt, Miguel trouva quelque chose de curieux. Des plumes éparpillées sur le sol, complètement dépourvues de sang, comme si elles avaient été arrachées une à une. À proximité, il découvrit de petits fragments d'os. Il savait qu'il se rapprochait de la vérité, mais il sentait aussi qu'il pénétrait dans un territoire de plus en plus dangereux. Cette nuit-là, le village fut réveillé par des cris perçants provenant d'une ferme en périphérie. Quand les villageois arrivèrent sur place, ils trouvèrent le fermier en état de choc, marmonnant de façon incohérente au sujet d'yeux rouges et d'une ombre plus grande
que tout ce qu'il avait vu auparavant. Les animaux de la ferme avaient été attaqués, mais cette fois, la destruction était encore plus violente. Certains corps avaient été déchiquetés et non simplement vidés de leur sang comme auparavant. Cela suggérait que la créature devenait plus agressive. Près de la porte de la grange, quelqu'un trouva quelque chose de troublant. Une marque gravée dans le bois ressemblant à un symbole. Elle ne semblait pas être d'origine naturelle, mais plutôt un motif en spirale ou un dessin tribal. La docteure Helena fut appelée pour examiner les marques. Elle était à la fois fascinée et perturbée. « Ce n'est pas quelque chose qu'un animal ferait par instinct », déclara-t-elle. « Cela semble intentionnel. » Alors que les villageois tentaient de se remettre de l'attaque, un groupe de jeunes en veille nocturne réussit à capturer quelque chose d'incroyable en vidéo. L'enregistrement, réalisé avec la caméra d'un téléphone portable, était court mais terrifiant. Il montrait une petite silhouette agile se déplaçant rapidement parmi les arbres. Les yeux rouges brillants de la créature étaient maintenant clairement visibles sous le reflet de la lumière. La vidéo fut rapidement partagée sur Internet et devint virale en quelques heures. Des experts en analyse vidéo furent appelés pour en vérifier l'authenticité. Bien que certains soupçonnent une manipulation, personne ne parvint à la réfuter entièrement. L'attention mondiale grandit et des équipes de documentaristes commencèrent à affluer dans le village. Pour Miguel et la docteure Helena, cependant, la vidéo représentait bien plus qu'un simple phénomène médiatique. Elle constituait une preuve tangible que le Chupacabra était réel et bien plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé. Helena redoubla d'inquiétude. Si la créature continuait à échapper à toute capture, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne encore plus dangereuse. Alors que la vidéo devenait virale, attirant l'attention du monde entier, le petit village fut envahi par des passionnés de mystère et des chasseurs de mythes autoproclamés. Armés de drones, de caméras thermiques et de pièges sophistiqués, ils promettaient de capturer la créature qui terrorisait la région. Pour les habitants, leur arrivée suscita un mélange d'espoir et de crainte. Ces étrangers pourraient-ils vraiment les aider ou allaient-ils aggraver la situation? Parmi ces visiteurs, un groupe se démarqua particulièrement. Il était dirigé par Arthur Graves, un enquêteur renommé spécialisé dans les légendes du monde entier. Arthur affirmait avoir traqué des créatures similaires en Amérique centrale, sans toutefois réussir à en capturer une. En examinant le symbole gravé sur la porte de la grange, il déclara qu'il avait vu des marques semblables dans des grottes reculées du Mexique, associées à des rituels anciens. Malgré son scepticisme initial, la docteure Helena fut intriguée par les connaissances d'Arthur et décida de collaborer avec son équipe. Ensemble, ils mirent au point une nouvelle stratégie pour capturer la créature, utilisant des technologies avancées et des appâts simulant du sang frais. Si cette chose nous observe, donnons-lui quelque chose qu'elle ne pourra pas ignorer, déclara Arthur avec assurance. Pendant qu'ils préparaient leur piège, Miguel et Helena retournèrent dans la forêt où des empreintes inhabituelles avaient été trouvées. Cette fois, quelque chose attira l'attention d'Helena. Un petit objet métallique à moitié enfoui dans le sol, près du site d'une attaque récente. L'artefact était différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. De forme cylindrique, il portait des inscriptions qui ressemblaient à des runes ou à des codes inconnus. L'artefact semblait émettre une légère chaleur, bien que le sol environnant fût froid. Helena l'enveloppa soigneusement dans un tissu et le ramena à leur laboratoire improvisé pour l'étudier. En l'examinant de plus près,
Elle constata que le matériau était extraordinairement résistant et ne correspondait à aucun alliage métallique connu. Plus étrange encore, l'objet vibrait légèrement, comme s'il contenait une énergie propre. Arthur émit l'hypothèse que l'artefact pouvait être la preuve que le Chupacabra n'était pas une simple créature, mais un être lié à une intelligence supérieure. Cette théorie divisa encore davantage le groupe entre ceux qui privilégiaient des explications scientifiques et ceux qui penchaient vers des origines surnaturelles ou extraterrestres. La découverte de l'artefact intensifia le débat entre science et superstition. Helena insista pour adopter une approche rationnelle, tandis qu'Arthur et de nombreux habitants du village se tournaient de plus en plus vers des explications paranormales. L'artefact alimentait les deux camps. Il pouvait être une technologie avancée, mais ses gravures et son comportement semblaient également évoquer des rituels ou des phénomènes au-delà de la compréhension humaine. Les caméras infrarouges installées autour des fermes commencèrent à capturer des images inquiétantes. Sur l'une d'elles, une ombre fugace traversait le champ, se déplaçant à une vitesse impossible pour tout animal connu. Une analyse image par image révéla que la créature semblait consciemment éviter les pièges, comme si elle savait qu'ils étaient là. Pendant ce temps, l'artefact commença à émettre un faible bourdonnement, étrangement semblable au son entendu par les villageois avant les attaques. Il semblait réagir à quelque chose. Miguel et Helena décidèrent d'apporter l'artefact à un spécialiste dans une ville voisine. Mais leur voyage fut interrompu par une nouvelle urgente. Une autre attaque avait eu lieu, cette fois dangereusement proche du centre du village. Alors que les habitants tentaient de se remettre de la dernière attaque, la docteure Helena se plongea dans l'histoire pour tenter de comprendre l'origine du mythe. Avec l'aide des recherches d'Arthur, elle trouva des documents et des récits décrivant des créatures semblables au Chupacabra dans différentes cultures et époques. Du vampiro de Mocha à Porto Rico aux légendes médiévales de démons suceurs de sang en Europe, les similitudes étaient troublantes. Arthur apporta une découverte encore plus alarmante. Il déclara avoir vu des symboles semblables à celui gravé sur la grange dans des grottes de la péninsule du Yucatan. Ces marques étaient associées à des rituels mayas censés invoquer des entités surnaturelles. Ces créatures n'apparaissent pas par hasard, affirma-t-il. Elles ont une connexion avec l'ancien monde, ou peut-être avec quelque chose de plus grand que nous. Les archives suggéraient que le Chupacabra n'était pas simplement un prédateur, mais qu'il faisait peut-être partie d'un cycle récurrent, revenant à des intervalles précis pour remplir un but inconnu. Bien que cette idée semblât absurde à Helena, les événements récents la forçaient à remettre en question tout ce qu'elle savait. Malgré la présence de chercheurs et de chasseurs expérimentés, les attaques continuaient, rendant inutiles toutes les tentatives de protection. Les fermiers, à bout de nerfs, commencèrent à abandonner leurs terres. Certaines familles quittèrent le village par crainte pour leur sécurité. Les yeux rouges brillants de la créature étaient devenus un symbole de terreur, hantant les habitants même dans leurs rêves. Helena, Arthur et Miguel décidèrent de redoubler d'efforts. Ils concentrèrent leurs recherches sur l'analyse de l'artefact et la cartographie des attaques pour essayer de dégager un modèle plus clair. Pendant ce temps, les caméras infrarouges capturèrent des images de plus en plus inquiétantes. Des ombres se déplaçant à une vitesse folle et un éclat vert apparaissant brièvement avant chaque attaque. Il devint évident que la créature devenait plus agressive et imprévisible. Un fermier décrivit la dernière attaque comme une tempête d'ombre, quelque chose qu'aucun fusil ni piège
ne semblait pouvoir arrêter. Le désespoir grandissait, et beaucoup commençaient à croire qu'ils faisaient face à quelque chose de bien au-delà de leur compréhension. Au milieu de cette atmosphère de peur croissante, un jeune homme nommé Roberto apparut avec un témoignage glaçant. Travailleur de nuit, il avait été attaqué par la créature dans un champ voisin. Contrairement aux précédentes victimes, Roberto avait survécu pour raconter ce qu'il avait vu. Il décrivit la créature comme une entité qui semblait changer de forme, devenant plus grande et plus menaçante à mesure qu'elle approchait. Selon Roberto, les yeux rouges de la créature n'étaient pas de simples reflets. Ils semblaient avoir une intention propre, presque comme s'il le scrutait. Juste avant de perdre connaissance, il entendit un bourdonnement aigu, similaire à celui décrit par d'autres témoins, accompagné d'une intense lumière verte qui enveloppait la créature. Quand Roberto reprit ses esprits, il se retrouva seul, indemne, mais avec une marque étrange sur le bras. Un petit cercle sombre qu'il ne pouvait expliquer. Elena fut alarmée par son récit. Il semblait que la créature ne se contentait plus d'attaquer les animaux. Elle laissait des traces, ou peut-être même des messages. Alors qu'Elena et Miguel enquêtaient sur la mystérieuse marque sur le bras de Roberto, une nouvelle surprenante leur parvint. L'une des caméras infrarouges installées dans le village avait capturé des images cruciales pendant le dernier incident. En examinant l'enregistrement, ils découvrirent une séquence troublante. La vidéo montrait la créature émerger lentement de l'ombre. Son apparence était presque humanoïde, mais ses mouvements étaient saccadés et étranges. Les épines sur son dos brillaient d'une lumière verdâtre, et son corps semblait vibrer légèrement, créant une distorsion autour d'elle. À un moment donné, la créature tourna son regard directement vers la caméra, comme si elle savait qu'elle était observée. Elle poussa un cri strident avant de disparaître en une fraction de seconde, dans un flou presque imperceptible. En analysant les images image par image, Elena et Arthur remarquèrent quelque chose d'étrange à l'arrière-plan. Derrière la créature, une lumière verte pulsait faiblement, identique à celle émise par l'artefact découvert plus tôt. Arthur supposa qu'il pouvait s'agir d'un portail ou d'une source d'énergie, tandis qu'Elena envisagea la possibilité d'un dispositif de communication extraterrestre. Déterminée à trouver des réponses, Elena emmena l'artefact et les données enregistrées dans un laboratoire d'une université réputée de la ville voisine. Là, des experts analysèrent l'objet en détail. À leur grande surprise, ils découvrirent que l'artefact émettait une forme de radiation inconnue sur Terre. De plus, ces vibrations correspondaient aux bourdonnements signalés avant chaque attaque. Pendant ce temps, Arthur et Miguel poursuivaient leurs recherches sur le terrain. Lors d'une expédition, ils découvrirent une grotte cachée à la base d'une montagne proche. À l'intérieur, des gravures similaires aux symboles observés sur la porte de la grange et l'artefact étaient visibles sur les murs. Au centre de la grotte se trouvait un socle vide, comme si quelque chose avait été enlevé récemment. Arthur était convaincu que la créature n'agissait pas de manière aléatoire. Le chupacabra n'est pas qu'un simple prédateur. Il protège ou cherche quelque chose d'essentiel, expliqua-t-il. Tout cela semble lié à cet artefact. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais les réponses étaient plus inquiétantes que prévues. Les preuves suggéraient que le chupacabra n'était pas simplement un animal prédateur. Tout indiquait qu'il était lié à une technologie ou une intelligence avancée. Certains scientifiques pensaient que l'artefact était d'origine extraterrestre, tandis que d'autres croyaient qu'il pouvait s'agir d'un projet humain qui avait mal tourné.
Elena commença à remettre en question tout ce qu'elle savait. Si le chupacabra était une expérience scientifique, pourquoi personne n'en avait-il revendiqué l'existence? Et si la créature était extraterrestre, pourquoi ces attaques semblaient-elles si méthodiques et ciblées? Les questions s'accumulaient, laissant le mystère entier. Miguel proposa une nouvelle hypothèse. La créature ne semblait pas attaquer par pur instinct. Sa montée en agressivité pouvait révéler une certaine détresse, comme si elle était acculée. « Elle protège peut-être quelque chose », déclara-t-il, « ou elle cherche un moyen de retourner chez elle. » Dans une tentative désespérée de capturer ou de repousser la créature, les villageois organisèrent une dernière opération. Ils utilisèrent l'artefact comme appât, le plaçant au centre de la clairière où les attaques avaient commencé. Autour, ils installèrent des caméras, des drones et des pièges, tandis que les habitants attendaient silencieusement dans l'obscurité. Peu après minuit, la créature apparut. Ses yeux rouges brillants étaient fixés sur l'artefact. Lentement, elle s'approcha, comme attirée par son énergie. Alors qu'elle atteignait l'objet, un bourdonnement profond envahit l'air, et l'artefact se mit à briller intensément d'une lumière verte. En un instant, un flash aveuglant illumina toute la clairière. Quand la lumière disparut, la créature s'était volatilisée et l'artefact avait été réduit en cendres. Sur le sol, il ne restait que des marques brûlées formant le même symbole en spirale découvert auparavant. Depuis cette nuit, les attaques cessèrent, mais le mystère resta intact. Certains pensèrent que la créature était finalement retournée dans son monde, tandis que d'autres craignirent qu'elle ne soit toujours là, tapie dans l'ombre, attendant son heure. La légende du chupacabra continua de vivre, alimentée par des questions sans réponse et des récits qui refusaient de disparaître. Et ainsi, le mystère du chupacabra persiste, hantant les mémoires de ceux qui vécurent assez longtemps pour en témoigner.